Détournement de fonds, surfacturation, trafic de diamants, gros plan sur le compte de Bédié à l'étranger. En dépit de ses efforts pour cacher la vérité sur ses avoirs hors du territoire ivoirien, des investigations montrent que Henri Konan Bédié détient la plus grosse fortune ivoirienne à l'extérieur. Une richesse acquise en grande partie de façon illicite et gardée, comme il est de coutume, chez les dirigeants africains dans les paradis fiscaux. Des 3 personnalités dont nous avons enquêté sur les avoirs dans les banques étrangères, Henri Konan Bédié est sans conteste le plus cossu. Les soupçons d'enrichissement personnel à la suite des détournements de fonds publics dont il s'est rendu coupable datent des années 70. Même si l'ancien chef d'État Henri Konan Bédié n'a jamais été inquiété, ni en Côte d'Ivoire, ni à l'extérieur du pays. À la différence des anciens premiers ministres Alassane Ouattara et Charles Konan Banny, qui ont fait leur classe à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, Aimé Henri Konan Bédié a évolué exclusivement dans le giron du PDCI. Successivement, il occupera les postes de ministre de l'économie et des finances, puis ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, ensuite président de l'Assemblée nationale en tant que dauphin constitutionnel, avant d'accéder à la magistrature suprême en 1993. Le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny décède. Sonne alors l'heure de la gloire pour Henri Konan Bédié. Mais le natif de Daoukro, qui a occupé le poste de ministre de l'économie et des finances de 1963 à 1977, n'a pas attendu la dernière décennie du XXe siècle pour faire fortune. Déjà en 1970, alors que la Côte d'Ivoire connaissait le premier boom économique de son histoire, le jeune ministre de l'économie et des finances fêtait sa fortune estimée à 7 milliards de francs CFA. À l'époque, c'est en fait à lui que le président Félix Houphouët-Boigny confiait toutes ses affaires qui se confondaient avec celles de l'État ivoirien. Au point qu'à son décès, ses avoirs qui s'élevaient à plus de 11 milliards de dollars, selon le KID, reviendront en partie à l'État de Côte d'Ivoire. Ses héritiers se battront pour conserver la propriété de quelques biens immobiliers, notamment l'hôtel particulier rue Masseran et les tableaux de maîtres Van Gogh, Pierre Bonnard, Bernard Buffet, ainsi que du mobilier estimé à près de 7 millions d'euros, c'est-à-dire 4 milliards 550 millions de francs CFA. Alors qu'il avait toute la confiance du vieux Félix Houphouët-Boigny, Aimé Henri Konan Bédié profitera pour faire mettre un certain nombre de biens en son propre nom. Fin légaliste, il fera tout en sorte de ne pas éveiller les soupçons de Félix Houphouët-Boigny. Des biens immobiliers et des comptes ouverts au nom de l'État de Côte d'Ivoire, des fonds énormes à l'ère du miracle ivoirien sont ainsi virés dans des comptes dont la plupart portent aujourd'hui les noms des proches d'Henri Konan Bédié. Il s'installe à Paris, rue Bifoven, où la taille de sa résidence contraste avec son statut. En effet, s'il est dévoilé comme étant le propriétaire de cette résidence, la plupart des immeubles situés rue Sergi Pontois ne sont pas moins à son nom. Des proches comme Nyamiangoran se sont ainsi vus attribuer des biens avec des titres qui trahissent leurs conditions réelles. Étudiants, planteurs ou simples fonctionnaires, ces derniers servaient de prête-nom à Henri Konan Bédié. Ici même en Côte d'Ivoire,
Il fait croire que la résidence qu'il habite en ce moment est une propriété de celui qui fut son ministre de l'économie et des finances. Une supercherie digne d'un montage qui se fait au quotidien dans les paradis fiscaux, puisque cette résidence est bel et bien une propriété d'Henri Konan Bédié. Limogé de son poste après que le président Houphouët-Boigny d'alors a découvert le poteau rose, Henri Konan Bédié écope juste d'une sanction disciplinaire, à savoir son limogeage du gouvernement et sa nomination au poste d'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Une aubaine pour le jeune Bédié, milliardaire, de mieux intégrer les milieux mafieux de la haute finance et jouir en toute tranquillité de ses avoirs. Il prend goût aux paradis fiscaux et investit dans de nombreux pays de la France-Afrique. Ses comptes dans les paradis fiscaux et judiciaires. Des investigations ont en effet permis de savoir que Henri Konan Bédié dispose de fonds énormes dans plusieurs banques occidentales, précisément en Suisse. Ainsi, de la Banque cantonale de Genève, en abrégé BCG, où Henri Konan Bédié tient l'un de ses comptes secondaires, ouvert seulement en 2002 dans l'agence de la Banque de Lugano. Sur ce compte, on note d'incessants mouvements, tant en numéraire qu'en espèces, des versements, mais aussi des retraits importants de sommes ont été enregistrés au guichet. En fait, ce compte n'est que la face visible de l'empire Bédié. Il est destiné certainement aux opérations qui ont dans l'ensemble un caractère légal et visent à détourner l'attention de nombreux autres comptes d'Henri Konan Bédié planqués dans les paradis fiscaux. L'empire Bédié a ses racines hors du territoire ivoirien. Au Sénégal, où il entretenait d'excellentes relations avec l'ancien président Abdoul Diouf, Bédié est le propriétaire de nombreux biens de nature diverses. Il a surtout fait de nombreuses affaires avec un ami de Félix Houphouët-Boigny du nom de Djiriba Ndiaye. À la mort de Félix Houphouët-Boigny, le Sénégalais Djiriba Ndiaye offrira ses services à Henri Konan Bédié. Avec ce monsieur qui fixait les quotas sur le cacao-café, Henri Konan Bédié fera de bonnes affaires jusqu'à son éviction du pouvoir par le général Guèye en décembre 1999. Justement, c'est au lendemain du coup d'État, perpétré quelques jours du nouveau millénaire, que sont apparues officiellement les traces des avoirs de Bédié dans les paradis fiscaux. Il connaissait alors des ennuis avec la junte de Guèye Robert qui voulait lui faire rembourser les 18 milliards de l'Union européenne qui avaient été détournés par son pouvoir, ce qui avait sapé les relations avec les institutions européennes. Saisi par le général Guèye Robert, la justice ivoirienne avait ainsi émis une demande d'entraide judiciaire pour bloquer les comptes de Bédié à travers le monde. En Suisse, où il garde ses avoirs comme nous l'avons déjà signifié, les comptes d'Henri Konan Bédié ont été gelés le 8 mars 2000 par l'Office fédéral de justice. Mais vu la complexité du système de gestion des paradis fiscaux, seulement 5 à 7 millions de francs suisses, soit entre 2000 et 2800 milliards, je répète, entre 2000 milliards et 2800 milliards de francs CFA, furent bloqués dans 9 banques où des comptes au nom d'Henri Konan Bédié ont été découverts. Avec le temps, Guèye Robert, qui voulait prendre le contrôle du PDCI en vue des élections de 2000, alors que l'entraide judiciaire avait été accordée à la Côte d'Ivoire, décidera d'abandonner les poursuites.
alors que la junte avait délivré un mandat d'arrêt international contre Henri Konan Bédié, qui résidait alors en France. Il ne fut inquiété depuis par la justice de son pays. N'empêche, cette action en justice a montré que Henri Konan Bédié a au moins une dizaine de comptes bancaires en Suisse. Des comptes dans lesquels sont gardées d'importantes sommes. Une grande partie est d'origine illicite. Parlons de sa gestion scabreuse à la tête de la Côte d'Ivoire. À preuve, les nombreux scandales financiers qui ont émaillé d'abord son passage à la tête du ministère de l'économie et des finances, les malversations dans la gestion des sociétés d'État telles que Agripac, Distripac, Chaînepac et Chaîne Avion, des milliards engloutis dans la construction de l'usine de traitement des cacao en Chine sans résultat probant et la création de la société fictive et autres magouilles sont les preuves qu'Henri Konan Bédié a appris très tôt à casser du sucre sur le dos de l'État. La surfacturation des complexes sucriers du nord de la Côte d'Ivoire en 1977 est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Des années après, lorsqu'il revient aux affaires, cette fois en tant que chef de l'État, Henri Konan Bédié remet le couvert avec ses pratiques. Chasser le naturel, il revient au galop, dit l'adage. Des pans entiers de l'économie nationale ivoirienne sont confisqués au profit de la famille Bédié. L'exportation du riz à son fils Patrick, le transport à son épouse. Les scandales financiers se succèdent, sans compter la mainmise sur la filière cacao-café à travers la Kestab où il avait coopté des amis. Des fonds importants lui sont versés à sa demande et sans la moindre trace pour la réalisation de ces chantiers pharaoniques de Près-Pressou et de Koukourandoumi. Après Pressou, son village natal. C'est tout un pèlerinage aujourd'hui que de visiter le chantier arrêté brutalement depuis le coup d'État. Ce que Bédié ne dit pas à ce sujet, d'ailleurs, c'est que dans le long tunnel de 3 km qu'il a construit en dessous de son palais, il gardait une importante quantité de lingots d'or et des diamants issus des trafics avec les rebelles angolais et les rebelles libériens et sierra-léonais. Je reprends. Ce que Bédié ne dit pas à ce sujet d'ailleurs, c'est que dans le long tunnel de 3 km qu'il a construit en dessous de son palais, il gardait une importante quantité de lingots d'or et des diamants issus des trafics avec les rebelles angolais, les rebelles libériens et les rebelles sierra-léonais. C'est cette importante fortune en nature que le général Guy Robert et ses hommes ont emporté à l'issue de la visite que le chef de la junte au pouvoir avait initiée sur le chantier. Une visite, on s'en souvient, qui avait fait l'objet d'un reportage de la télévision nationale, la RTI. Avant même le coup de force, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le scandale financier portant sur 18 milliards de l'Union européenne. Concernant le secteur pétrolier, il faut dire que c'est sous Bédié que l'exploitation des ressources nationales a débuté. Mais à ce jour, point de trace de cette période dans les livres de compte de l'État. La gestion du pétrole ivoirien échappait à l'État. Par ailleurs, l'ONG Servir, gérée par sa femme Henriette, classée d'utilité publique, était en réalité un gouffre financier. Cette ONG servait à faire sortir d'importantes sommes d'argent des caisses du trésor public. C'était donc une structure écran dont le but essentiel était de permettre de pomper l'argent du contribuable de la façon la plus légale qui soit. À part ces faits, il faut dire que la dévaluation du franc CFA au lendemain de la mort de Félix Houphouët-Boigny a largement profité à Henri Konan Bédié.
C'est le jour même de l'inhumation de Félix Houphouët-Boigny, se souvient-on, que la décision portant d'évaluation du franc CFA a été signée par les chefs d'État qui avaient effectué le déplacement. Que cachait donc Bédié avec cette opération? À vrai dire, beaucoup de choses. Sachant que la mesure était inévitable, Henri Konan Bédié avait placé hors de la Côte d'Ivoire d'importantes ressources. Une fois la dévaluation effective, son pouvoir d'achat s'accroissait ainsi considérablement quand les Ivoiriens pleuraient. Et que le panier de la ménagère perdait considérablement de sa superbe. Aussi, des opérations effectuées sur le marché informel au moment du passage du franc français à l'euro ont permis à Bédié de rapporter des devises considérables. Parlons maintenant du trafic de diamants et d'or. En dehors des malversations dont il s'est rendu coupable, d'abord en tant que ministre de l'économie et des finances, puis président de la République de Côte d'Ivoire, il faut dire que Nzoueba doit en partie sa fortune au trafic de diamants, une activité illicite à laquelle le pouvoir PDCI s'est adonné en violation des résolutions de l'ONU portant sanctions contre l'UNITA de Jonas Savimbi. Un rapport de l'ONU datant de 2000, rédigé par une commission d'enquête créée par la résolution 864, prise en 1993, souligne en effet que l'UNITA a traditionnellement pu exercer ses activités officiellement en Côte d'Ivoire, tant sous Félix Houphouët-Boigny que sous Henri Konan Bédié. Les hauts représentants de l'UNITA, c'est un secret de Polichinelle, ont longtemps bénéficié de la protection, du pouvoir et voyageaient même avec des passeports diplomatiques ivoiriens. Selon les rapporteurs de l'ONU, Jonas Malero Savimbi s'était quelque peu brouillé avec Henri Konan Bédié entre 1998 et le premier trimestre de 1999, parce que Henri Konan Bédié avait confisqué les avoirs de Jonas Malero Savimbi déposés auprès de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Des fonds provenant de l'échange d'importantes quantités de diamants et qui devraient servir à entretenir la famille du chef de guerre angolais et les représentants de son mouvement à Abidjan. M. Henri Konan Bédié avait ainsi décidé de mettre la main sur une importante quantité de diamants en sa possession. Avant cet incident, c'est régulièrement que des proches d'Henri Konan Bédié recevaient le sieur Marcelo Moïse Dachala, dit Garisha, l'envoyé de Jonas Malero Savimbi dans la sous-région ouest africaine pour la commercialisation des diamants de guerre de l'Angola. Un commerce illégal qui a rapporté énormément à Henri Konan Bédié. Ajoutez à cette cagnotte les énormes quantités d'or en provenance du Libéria ou de la Sierra Leone que Henri Konan Bédié rachetait par des circuits détournés, cela donne un chiffre à couper le souffle. Parlons maintenant des paradis fiscaux. Je n'ai aucun compte à l'étranger et je ne compte pas en avoir tant que je serai président de la République. Ainsi avait répondu Laurent Gbagbo à des journalistes de la RTI, la première chaîne et la première radio nationale auquel il avait accordé une interview. Ce n'est pas le cas pour certains comme Henri Konan Bédié. Vu que la devise dont nous nous vantons d'être la nôtre n'est qu'un démembrement du franc français, qui n'existe plus officiellement depuis l'entrée en vigueur de l'euro. Dans le microcosme politique ivoirien, il est de notoriété que les hommes politiques ivoiriens ont d'importants avoirs dans les paradis fiscaux et dans les pays de la France-Afrique, notamment la France, qui leur sert pour conserver
leurs biens et leurs influences. Aujourd'hui, il est vrai que le Quai d'Orsay et l'ambassadeur de France ne peuvent plus dicter des ordres aux chefs d'État ivoiriens, comme il était de coutume auparavant. Mais la puissance économique coloniale reste bien présente dans le jeu politique national, à travers des politiciens qu'elle tient par la barbichette. En effet, outre le fait que la France se sent moralement obligée de soutenir des personnalités qui ont des biens importants sur son territoire et contribuent donc à la bonne marche de son économie, les comptes dans les paradis fiscaux constituent un énorme moyen de pression sur ces derniers. Ils subissent le chantage des autorités françaises qui n'hésitent pas à les menacer de révéler l'existence de leurs avoirs colossaux dans les paradis fiscaux quand ils refusent les consignes de l'Élysée. Les paradis fiscaux et judiciaires sont au cœur du pillage des pays en voie de développement. Ils sont dotés de systèmes très complexes qui ont pour but d'empêcher la localisation des fonds d'origine illicite. Ces institutions tolérées contribuent à blanchir les fonds et quand les détenteurs des comptes bancaires en question sont traqués, elles leur offrent une voie de repli idéale. Toute une ingénierie financière que seuls maîtrisent les professionnels de la finance a été élaborée à cet effet. On comprend bien que Bédier, qui a fait ses classes dans le milieu, s'y trouve à l'aise. Lui qui en maîtrise parfaitement tous les rouages, société écran, trust et autres entités garantes d'opacité, changement d'identité monétaire et juridique, diversification des placements entre guillemets dans des produits financiers, etc. Les astuces ne manquent pas pour offrir aux élites corrompues un havre de paix. Elles construisent ainsi leur empire financier frauduleux avec l'appui logistique des banques, mais surtout d'experts comptables ou d'avocats largement rémunérés pour leurs services. C'est le cas de l'avocat soudanais dont nous vous avons parlé dans la première partie de notre dossier, qui s'occupe des affaires de Bani à Dubaï. Il est clair que les personnalités concernées n'iront être les détenteurs des comptes dont nous avons pu suivre les traces pour savoir à qui ils appartiennent. Mais on sait aujourd'hui comment Sani Abacha recrutait des agents dans les îles Vierges britanniques ou aux Bahamas pour lui servir de prête-nom. Comme eux, l'ancien chef d'État nigérien avait ouvert par ce procédé une société internationale anonyme, elle-même possédée par une société d'investissement créée par lui dans une institution plus respectable. Sani Abacha a choisi, lui, une banque de l'île de Man. La société des îles Vierges ouvre alors un compte par Internet dans une banque en Lettonie, au Liechtenstein ou à Dubaï. C'est ce compte qui désormais traitait pour le compte de la Société des îles Vierges avec les principales banques de New York, Londres, Hambourg, Paris et Zurich. Cela grâce à des comptes de correspondants. En fait, le système offshore, soit plus de 70 paradis fiscaux et judiciaires, dont la Suisse, la City de Londres, Monaco ou les îles rattachées à la couronne britannique, dont la législation, qui n'existe parfois que de nom, permet l'implantation de sociétés écrans
et l'ouverture des comptes numérotés pour blanchir les fortunes mal acquises, comme c'est le cas pour Henri Konan Bédié. Véritable Eldorado, ces territoires détiennent plus du quart des capitaux mondiaux et recèlent plus du tiers des bénéfices des multinationales à travers le monde. À tel point que, lors d'un forum international sur les crimes financiers internationaux qui s'est tenu à l'université de Cambridge en Grande-Bretagne, la minuscule principauté du Liechtenstein avait été présentée par un expert comme étant un bordel financier dans lequel tout criminel peut trouver un lit, et dire que c'est dans ces institutions reconnues pour être des lieux où se font des montages les plus divers pour cacher et faire fructifier de l'argent du contribuable que Bédié a choisi de garder ses avoirs. Une calculette ne pourrait suffire pour comptabiliser les fonds appartenant à cet individu. Il préfère les garder loin des yeux du contribuable ivoirien, dans les paradis fiscaux où les Occidentaux, qui en sont les principaux bénéficiaires, tirent les fonds qu'ils prêtent aux États africains. Des mannes qui suivent le chemin inverse plus tard et vont grossir malheureusement les avoirs des mêmes dirigeants, valets des pouvoirs occidentaux dans les paradis fiscaux. Un véritable cercle vicieux dont la conséquence majeure est de maintenir l'Afrique dans le sous-développement et la domination des puissances coloniales. Et dire que ces fonds pouvaient servir la Côte d'Ivoire. Et dire que ces fonds pouvaient leur servir surtout à créer des emplois en Côte d'Ivoire.